Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à notre webinaire. Nous allons attendre une petite minute que les participants se connectent. Voilà, on a déjà pas mal de monde et nous allons commencer dans une minute notre nouveau rendez-vous de l'international dédié aujourd'hui à l'Allemagne. Allez, je vous propose de commencer. Bonjour à toutes et à tous. Merci, d'être, parmi nous aujourd'hui. Nous allons aborder aujourd'hui un sujet, concernant l'Allemagne sur nos rendez-vous mensuels, en webinaire. Je vous propose, de vous présenter notre ordre du jour. Nous allons donc, avoir ce webinaire intitulé Stratégie éprouvée pour votre développement qui va être animé par notre experte Allemagne Myriam Debesse de Vive Solutions que je laisserai se présenter dans quelques instants. Je vais vous donner aussi quelques informations pratico-pratiques. Ce webinaire est enregistré et donc toutes les personnes inscrites recevront le replay, bien entendu. C'est un webinaire qui va durer 30 minutes et nous aurons un échange de 15 minutes de questions-réponses à la fin. Vous pourrez donc utiliser l'onglet conversation ou directement l'onglet questions-réponses pour pouvoir poser toutes les questions que vous souhaitez à Myriam. Et sans plus attendre, donc, aujourd'hui, nous vous proposons ce webinaire avec l'Allemagne, Myriam Debesse, qui va nous parler des stratégies pour le développement en Allemagne. Nous aurons 3 parties, l'actualité économique et les opportunités pour les sociétés françaises, quelle stratégie pour le marché allemand et doing business, effectivement, comment être efficace sur ce territoire. Dans un premier temps, je vais vous présenter Globaliance pour ceux qui ne nous connaîtraient pas. Je suis Céline Bapt, directrice générale de Globaliance. Globaliance donc, est un réseau d'experts pays qui a été créé en 2015, donc il y a 10 ans. Et ce réseau est un réseau qui regroupe donc des sociétés privées basées à l'étranger, experts pays avec une moyenne d'expertise de 25 ans par pays. On est sur un modèle collaboratif, un fonctionnement qui conserve effectivement la liberté de chacun, et donc avec des sociétés d'accompagnement à l'international qui vont pouvoir se déployer et vous apporter de l'expertise sur toute l'internationalisation de l'entreprise. Quelques chiffres pour Globaliance. Vous voyez ici notre carte. Nous regroupons aujourd'hui 13 membres qui sont donc indépendants, basés à l'étranger, 13 membres qui couvrent aujourd'hui plus de 70 pays et avec un chiffre d'affaires sur ces 13 structures de plus de 50 millions d'euros cumulés. Nous allons donc, comme je vous le disais, tous nos experts interviennent sur l'internationalisation complète de l'entreprise, en passant donc de l'étude de marché à la recherche de partenaires, l'implantation, la gestion de filiales pour compte, le recrutement, les aspects aussi sous-traitance et sourcing pour certains pays, bien évidemment, avec un cœur de métier qui est quand même le développement international, le business développement, la gestion opérationnelle de vos opérations d'exportation. Je vous présente aussi très rapidement vos points de contact chez Globaliance. Donc, Flavie qui est la chargée de marketing, Manon qui est l'assistante de direction et donc moi-même directrice générale. Cette petite introduction rapide, mais nous allons rentrer très rapidement dans le cœur du sujet pour donner la parole à Myriam, que je laisse se présenter et à qui donc je laisse la main, Myriam, pour notre sujet aujourd'hui sur l'Allemagne. Merci beaucoup Céline pour cette introduction, la présentation de Globaliance. Je suis ravie de vous retrouver tous aujourd'hui pour pouvoir discuter de l'Allemagne et puis voir un petit peu quelles sont les différentes stratégies qui sont possibles quand vous développez sur le territoire allemand.
Céline vous l'a dit, on va découper cette présentation en 3 axes. Premièrement, je voulais faire un point avec vous sur l'actualité économique et les opportunités que ça présente pour les sociétés françaises. On va regarder après les différentes stratégies qui sont possibles et imaginables quand vous développez sur le territoire allemand. Et puis après, on aura une dernière partie qui est un petit peu plus sur le doing business, comment on va négocier avec ses interlocuteurs allemands. Juste en introduction, quelques mots sur Vive Solutions. Donc Vive Solutions, on a la maison mère qui est en Allemagne à Cologne, un autre bureau à Munich et 2 bureaux en France qui sont à Paris et à Lyon. On est une centaine de personnes et à peu près 300 clients par an qu'on accompagne avec cette idée de pouvoir avoir cette première approche du marché allemand avec principalement toute la partie stratégie et business développement sur le territoire allemand. Pour ma part, je suis franco-allemande, je suis née en Allemagne, j'ai passé mon temps entre les 2 pays et ça fait maintenant une quinzaine d'années que j'accompagne des sociétés françaises sur leur développement en Allemagne, mais aussi des Allemandes en France, donc avec cette vision des 2 pays et des 2 côtés. Je vous disais, la première partie sera consacrée à l'actualité économique et les opportunités qui en découlent pour les sociétés françaises. Vous êtes nombreux aujourd'hui et vous êtes aussi des entreprises et des partenaires qui sont à des stades de développement différents sur le territoire allemand et qui ont une notion aussi un petit peu différente de l'Allemagne. Donc, j'ai voulu ici vous dresser un panel et puis un overview un petit peu large de l'Allemagne et de ce qui s'offre quand on se développe sur le territoire allemand. Donc l'Allemagne, vous le savez, hein, c'est un peu plus de 84 millions d'habitants, ça représente 15% de la population européenne et c'est 28% du PIB européen. Ce qui est important de garder en tête, c'est qu'on a un taux d'industrialisation qui, lui, est assez élevé. Il est près de 22% du PIB. Et on a une balance commerciale qui est excédentaire, ce qui rend l'Allemagne quand même assez dépendante du commerce extérieur. Je vous ai mis ici une photo de Friedrich Merz pour vous parler surtout de l'actualité. Donc Friedrich Merz, ça fait pas très longtemps qu'il est arrivé au gouvernement, à la tête de l'Allemagne, et il a posé les bases d'une nouvelle stratégie budgétaire pour les 5 années à venir avec une trajectoire budgétaire qui va jusqu'en 2029. On est sur une trajectoire budgétaire qui est très différente de ce que l'on a pu connaître sur les années passées et c'est donc pour ça que ça marque aussi un petit peu l'actualité économique et politique de l'Allemagne. Cette trajectoire budgétaire, elle prévoit notamment des investissements qui sont assez massifs pour renforcer l'économie, mais aussi pour renforcer la défense. Donc en fait, les maîtres mots, si on reprend un petit peu tout ça, ça va être l'investissement, la modernisation, la compétitivité et la sécurité. Une fois qu'on a pris en compte ces 4 volets, ces 4 aspects, on a un petit peu les grandes lignes directrices de Friedrich Merz et de son gouvernement. L'Allemagne prévoit un investissement qui, lui, va être record de plus de 115 milliards d'euros. Donc, c'est bien plus que ce qui était investi en 2024, puisqu'en 2024, on était à un petit peu plus de 74 milliards d'euros. Donc, vous voyez, on passe de 74 milliards d'euros à 115 milliards. Donc, ce qui veut dire qu'il y a aussi un investissement important et des opportunités à aller chercher pour des sociétés françaises qui souhaitent se développer. Et le gouvernement allemand, il ne va pas s'arrêter à ça, il souhaite investir chaque année davantage pour atteindre un montant de 123 milliards en 2027. Donc on est quand même sur un investissement à 123 milliards en 2026, je vous dis n'importe quoi. On se retrouve aussi sur une Allemagne qui a connu 2 années de récession et où sa priorité est vraiment la relance du moteur économique. Il y a un fonds spécial de 500 milliards qui a été mis en place pour la rénovation des infrastructures jusqu'en 2036. Donc des opportunités importantes à aller chercher sur tout ce qui va être développement urbain, le logement, le bâtiment, etc.
Et on a également, pour booster la croissance, adopté un paquet de mesures qui vont permettre d'avoir des allègements fiscaux, des mesures pour la baisse du prix de l'énergie, des incitations aux investissements pour les entreprises. Donc ça veut dire aussi que si vous êtes une entreprise spécialisée dans tout ce qui va être équipement, machines, et cetera, des belles opportunités s'offrent à vous puisque l'État allemand va investir sur ce volet-là. On va avoir différentes compensations, fiscales, et une des autres priorités, ça va être également la sécurité intérieure avec le secteur de la défense qui va doubler son budget. Donc on voit quand même ces investissements massifs vont créer tout un tas d'opportunités dans de nombreux secteurs d'activité pour les sociétés allemandes. Quand on regarde un petit peu les entreprises, françaises qui sont implantées en Allemagne, on a actuellement environ 4 000 filiales françaises en Allemagne, qui génèrent plus de 350 000 emplois. La majorité de ces filiales, et je ne sais pas si vous le voyez bien sur la carte ici de droite que l'on retrouve, se situent dans ce que l'on appelle le croissant de croissance. Donc qui va de la vallée de la Ruhr, qui descend dans la région du Baden-Württemberg et qui va jusqu'à la région de la Bavière. Donc on passe vallée de la Ruhr, Cologne, Düsseldorf, Stuttgart, Munich. La Rhénanie du Nord-Westphalie qui est située sur, je ne sais pas si vous voyez la flèche de ma souris, qui représente 18% des investissements français, ça représente à peu près un petit peu plus de 800 filiales sur les 4000 qui sont présentes sur le territoire allemand. Donc une force qui est assez importante. Et puis après, on a la Bavière où on a 20% des investissements français qui se situent. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'investissement et la répartition géographique de ces filiales françaises sur le territoire allemand, elle est aussi en lien avec le pouvoir d'achat que l'on va retrouver sur le territoire allemand et qui se retrouve également concentré sur ce qu'on appelle le croissant de croissance. C'est bien entendu là aussi où on a effectivement une concentration de la population. Quand on regarde l'Allemagne et que vous souhaitez vous développer sur le territoire allemand, un des aspects qu'il va falloir garder en tête, c'est également la répartition géographique des secteurs d'activité. On sait que le secteur des dispositifs médicaux est très fortement représenté et très fortement concentré sur la région du Baden-Württemberg. Et il n'y a quasiment aucune région en Allemagne qui rassemble autant de sociétés dans les dispositifs médicaux. Si on est dans le secteur de la finance, Francfort peut être intéressant à étudier. Si on est dans le secteur agroalimentaire, Düsseldorf, Cologne offre de nombreuses opportunités. Donc il y a une véritable régionalisation de l'Allemagne, de ses mesures, mais aussi des secteurs d'activité. Et quand vous cherchez à vous développer sur le territoire allemand, que ce soit avec un partenaire commercial ou en direct avec une filiale ou en rachetant une société, le lieu et le choix d'implantation de vos équipes ou de votre partenaire va indiquer également la connaissance que vous en avez du territoire allemand, mais aussi votre vision et la proximité que vous allez pouvoir avoir avec vos clients, vos prospects. Donc il faut bien regarder ça, garder ça en tête en amont d'un développement. L'Allemagne, c'est quoi? C'est également un socle avec à la fois des fondamentaux. On est quand même en Allemagne sur un climat des affaires qui est plutôt positif, même si on a eu 2 années de récession, un climat des affaires qui reste quand même, très largement positif, une économie qui est assez stable et ce que l'on appelle un Mittelstand allemand. C'est quoi le Mittelstand allemand? C'est ce socle de PME, ETI allemandes qui généralement se transmet de famille en famille, de génération en génération et qui fait la base principale de l'économie allemande. On a très peu de très petites entreprises, on a très peu de très grands groupes
Et ce Mittelstand, il représente, quand on regarde l'ensemble des différentes statistiques, environ 80 du socle économique allemand. Donc c'est vraiment une chose importante à prendre en considération quand on approche de ces clients allemands, c'est qu'on est souvent sur ce Mittelstand, ce qui implique aussi une culture d'entreprise, qui est bien au souvent paternaliste du fait de de ce transfert de génération. L'un des défis importants, et c'est peut-être ça le défi le plus important sur lequel l'Allemagne est confrontée, c'est qu'on a un vieillissement de la population. C'est actuellement 50 des dirigeants qui ont plus de 50 ans. Ce vieillissement de la population, il a plusieurs impacts. Il a des impacts à la fois sur certains secteurs d'activité, avec ce que l'on va appeler la silver economy et donc des belles opportunités à aller chercher, notamment dans le secteur médical, dans tout ce qui peut être soins à la personne avec les maisons de retraite, et cetera. Dans le secteur agroalimentaire où on va s'investir, où on va aller chercher un petit peu plus de produits, sains, de compléments alimentaires, et cetera, et cetera. Et cette population vieillissante, bien souvent aussi, elle a un pouvoir d'achat assez importants qui peuvent leur permettre d'aller chercher ces vecteurs-là et ces produits-là. Mais c'est aussi une population qui va, aller chercher du loisir, du voyage, de l'investissement et donc des axes de développement qui sont à prévoir. Le deuxième revers de cette médaille, de cette population vieillissante, c'est également le fait qu'on a un taux de chômage qui, est assez faible. Le taux de chômage global en Allemagne est à 6,4 mais il y a des disparités régionales. Quand on regarde le sud de l'Allemagne, si on regarde la région de Stuttgart et de Munich, on est plutôt à 3,5 de taux de chômage. Donc ce qui veut dire que si demain vous avez besoin de recruter un collaborateur sur le territoire allemand, va falloir aller sur, de la chasse, puisque les bons collaborateurs ne vont pas forcément être à la recherche active d'un nouveau poste, puisqu'on est sur du plein emploi, donc des enjeux qui sont liés à ça. On sait également, et vous le savez, l'Allemagne a entrepris il y a quelques années sa transition énergétique. Transition énergétique puisque, il y a cette axe et cette volonté d'aller de plus en plus sur de l'énergie renouvelable et se pose également la question, pas uniquement de l'énergie utilisée, mais se pose principalement aussi la question du stockage. On rédige chaque année une étude sur les investissements français qui sont implantés sur le territoire allemand. On a rédigé cette étude pour 2025 sur le secteur énergétique. Je vous remettrai le lien si vous le souhaitez. C'est une étude que vous allez pouvoir télécharger sur notre site web et qui montre clairement ces enjeux de stockage et ces enjeux de transition énergétique qui vont, alors on va penser à l'éolien offshore qui est très fortement développé en Allemagne, sur les énergies photovoltaïques aussi, mais on va avec des opportunités sur la domotique, sur, l'efficacité énergétique du bâtiment, sur le stockage et cetera et des investissements massifs qui vont avoir lieu là-dessus. Je vous disais tout à l'heure, il y a également un défi important pour l'Allemagne, c'est son manque d'investissement dans certains secteurs d'activité et ce manque d'investissement, il est pallié par les nouvelles mesures que Merz viennent tout juste de prendre sur l'investissement. Alors ça va venir, mais ce qu'on sait un tout petit peu moins de l'Allemagne, c'est que, le secteur ferroviaire a par exemple très peu investi sur les, 10-15 dernières années et donc on a un système où la Deutsche Bahn, qui est l'équivalent de la SNCF, a quasiment systématiquement du retard. Il y a 15 ans, quand j'ai commencé à accompagner des sociétés françaises sur le territoire allemand, on se posait quasiment peu la question, assez rarement la question de nos billets de train quand on partait en déplacement. Maintenant, on part en déplacement avec un client, on ne prend jamais le dernier train parce qu'on sait qu'il sera systématiquement en retard et que si vous avez une correspondance, ça ne fonctionne pas. Ce qui veut dire quand même qu'en tant que société française, si vous êtes positionné sur ces secteurs d'activité, notamment les infrastructures qui sont là où il y a le plus, d'investissements qui vont avoir lieu, il y a des très grosses opportunités commerciales à aller chercher.
Je parlais du secteur ferroviaire, mais c'est la même chose sur le secteur du BTP. Sur Cologne, il y a certains ponts où les camions n'ont plus le droit de circuler parce qu'ils menacent de s'effondrer. Donc tout ça montre bien qu'il y a des investissements importants qui sont à prévoir. Je vous ai remis ici un petit peu les secteurs porteurs en Allemagne quand vous vous développez sur le territoire allemand. Ce sont des secteurs qui sont porteurs à la fois pour des sociétés françaises, mais qui sont surtout essentiels ou en fort développement en Allemagne. Je vous le disais, il y a le BTP, il y a les infrastructures, il y a toute la partie IT, software. On parle de 4G, 5G en France. En Allemagne, il faut garder en tête que certaines villes sont très bien équipées en termes d'IT, mais que vous avez certaines villes, et je pense à Düsseldorf, qui reste une très grande ville en Allemagne, où traverser certaines rues, vous ne captez même plus avec votre téléphone, et c'est ce qu'on appelle, vous vous retrouvez dans un trou, vous n'avez plus de réception. Donc, un investissement important et un retard sur toute la partie IT software qui est prise également, qui est rattrapée aussi. Et aussi des investissements massifs de la part des entreprises pour tout ce qui va être digitalisation de l'industrie 4.0, 5.0 que l'on retrouve principalement sur le salon de Hanovre, la foire de Hanovre, qui est le grand salon pour le sujet. La chimie, on a des gros leaders en Allemagne dans le secteur de la chimie. Je pense à BASF ou à Bayer qui sont très fortement implantés, mais on a également tout un réseau de sous-traitants, de sociétés de taille un petit peu plus, plus modeste, de PME qui ont besoin et qui ont des besoins dans le secteur de la chimie. Le secteur médical et la santé, c'est aussi en lien avec la silver economy, ce que je vous disais tout à l'heure. L'industrie de façon générale, puisqu'on a un socle industriel qui est assez fort. L'agriculture et le smart farming. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que les nouvelles technologies pour pouvoir développer l'agriculture sont très fortement demandées. On a des champs en comparaison qui sont plus importants en termes de taille que ce que l'on peut retrouver sur le territoire français, mais aussi énormément de domaines agricoles qu'il faut moderniser, qu'il faut entretenir et un socle assez important là-dessus. Les énergies renouvelables, et puis il y a tout ce qui va être aussi l'art de vivre un petit peu à la française. Donc je pense à l'ameublement, à la bijouterie, à l'horlogerie, à l'agroalimentaire. Il y a une expression en Allemagne qui pour moi est significative, qui est de se dire, Leben wie Gott in Frankreich. Donc c'est vivre comme Dieu en France, et les Allemands, ils aiment cet art de vivre à la française. On le voit très bien dans le secteur de l'ameublement. Il y a des sociétés merveilleuses comme Ligne Rosée qui se sont implantées, ou des plus petites entreprises qui fonctionnent très très bien. L'une des choses, quand on est sur ce secteur de l'art de vivre à la française, c'est bien de mettre en avant son savoir-faire français, ce flair français, tout en germanisant aussi son approche commerciale, et on reviendra tout à l'heure là-dessus, comment on peut le faire. Il y a des sociétés, il y a peu de temps, j'étais avec une entreprise française assez connue, assez emblématique, qui fait notamment des canapés. Et les clients allemands ne savaient même plus que c'était une société française. Donc vous voyez, c'est tout cet aspect, cette germanisation qui est important de mettre en place. On l'a vu, le secteur de la défense aussi, qui est un secteur porteur. Secteur de la défense, même si double son budget, ce qui est important de prendre en considération, c'est qu'on est sur une stratégie moyen-long terme en termes de développement, puisque le développement de comptes clés, surtout si on est sur les grands comptes du secteur de la défense, vont prendre plusieurs mois, vers même année, et puis il va falloir s'inscrire dans les réseaux locaux pour pouvoir être positionné là-dessus. Quand on a fait cet overview un petit peu global des différentes opportunités, et vous le voyez, il y en a énormément qui sont créées sur le territoire allemand, on va regarder, il faut se poser maintenant la question des différentes stratégies qui sont possibles sur l'Allemagne. Quand on se développe en Allemagne,
La première des choses, et c'est pas forcément que pour le territoire allemand, c'est vrai quand on développe une entreprise ou à l'international, la première des choses à faire, c'est de se dire: «On va clarifier nos objectifs». Comment on clarifie ses objectifs? Ça peut être dans un premier temps avec une étude de marché et ça, elle est vraiment indispensable. Que vous la fassiez en interne ou que vous fassiez accompagner par un cabinet de consultants, ne passez pas à côté de cette étape. Et cette étude de marché, cette validation de marché, elle va vous, permettre de vous poser aussi les bonnes questions, pour savoir si votre organisation interne est aussi adaptée à votre développement sur l'Allemagne. Donc ça va être par exemple, est-ce que votre entreprise a les ressources nécessaires pour pouvoir exporter? Est-ce que vous avez la capacité interne pour répondre à la demande? Puisque c'est une fois que vous avez vendu, va falloir produire, mais c'est aussi quel est le service, après-vente? Quelle est, la gestion du client que vous allez devoir mettre en place par la suite? Il faut se poser aussi la question du produit. L'Allemagne, c'est quand même souvent un marché qui est concurrentiel, qui est mature sur énormément de secteurs d'activité. Donc, c'est qu'est-ce que votre produit, il va apporter sur le territoire allemand? Est-ce qu'il est innovant? Est-ce qu'il est différenciant? Comment il va se positionner par rapport à vos concurrents? Une différenciation, ça peut aussi se construire. Donc, bien réfléchir à votre environnement concurrentiel, mais aussi les différents réseaux de commercialisation qui sont existants pour savoir comment vous allez vous positionner par rapport à ça. Pour répondre à ces questions, moi je pense qu'il peut être intéressant de se dire, c'est à la fois effectivement, vous avez, comme je vous disais, l'étude de vos réseaux de distribution, des concurrents, des attentes de ces derniers. Mais pour ça, ce qui est important, c'est de pouvoir mener des entretiens avec ce que nous, on appelle des experts. Pour mener ces entretiens avec des experts, vous pouvez aller prendre contact avec des clients directs, avec des distributeurs, des réseaux, des prescripteurs, et cetera. L'idée, c'est d'avoir un panel qui, lui, va être assez large sur l'ensemble de la chaîne de valeur sur le territoire allemand et qui va vous permettre d'emmener votre réflexion sur la définition stratégique que vous allez pouvoir avoir. Vous pouvez faire ça avec des entretiens, avec des key opinion leaders, mais vous pouvez aussi faire ça sur, par exemple, des salons professionnels. L'Allemagne, ça reste quand même le pays des salons professionnels et donc pouvoir se rendre sur place vous permet de rencontrer, des distributeurs, des concurrents et autres. Une fois qu'on a validé cette partie, étude de marché, développement, 1res étapes de développement, ce que je voulais regarder avec vous, c'est un petit peu les étapes de la structuration de ce projet. Et pourquoi je m'attarde un tout petit peu sur ce sujet-là? Parce que je vois bien trop de sociétés qui baissent les bras, malheureusement, au mauvais moment. Quand on se développe sur le marché allemand, on l'a dit tout à l'heure, on est sur un marché qui offre de nombreuses opportunités commerciales, mais souvent aussi un marché qui est concurrentiel, qui est mature. L'Allemagne, c'est un marché qui se développe par étapes et qui va se développer sur du moyen et du long terme. Donc, l'une des clés de réussite, c'est également la patience que vous allez y mettre pour vous développer. On a toujours une première phase initiale qui prend environ 1 ou 2 ans, qui est la phase où vous allez, mener l'étude de marché, vous allez tester le marché aussi, vous allez mettre en place les premières actions de prospection, vous allez confirmer vos hypothèses commerciales que vous aurez émises, lors des phases de validation de marché. Vous allez être présent sur les premiers salons. Vous créez les bases de votre développement commercial sur le territoire allemand. Vient après la phase de transformation et quand je vous disais que, je vois bien trop de sociétés qui baissent les bras, lors d'un développement sur le territoire allemand, c'est à ce moment-là, c'est à la phase de transformation. Parce que c'est là où vous allez, devoir tenir bon, mais c'est là aussi où vous allez concrétiser votre développement commercial. Il va falloir être très réactif. Le développement commercial en Allemagne, il est long.
Mais une fois que vous avez une réponse d'un de vos interlocuteurs, lorsque vous avez des prospects ou des clients qui se montrent intéressants, il faudra avoir une véritable réactivité. Et on reviendra sur le doing business après, c'est quoi avoir une réactivité sur le territoire allemand. Une fois qu'on a passé, cette phase de transformation qui, elle, va durer 2 à 3 ans, on va rentrer dans une phase de confirmation qui, elle, dure, 5 à 10 ans après le démarrage de vos activités sur le territoire allemand. Et c'est souvent là qu'on va se poser la question d'avoir une filiale sur place, d'avoir peut-être un service après-vente qui est dédié au marché allemand. On est bien dans une phase de confirmation, de consolidation, d'un réseau qui est existant. On a, au sein de Vive Solutions à peu près 300 clients chaque année sur leurs étapes de développement. Alors 300 clients dans les 2 sens, hein, France-Allemagne et Allemagne-France. Mais néanmoins, sur ces 300 clients, on voit quand même que dans 70-80% des cas, le retour sur investissement dans un développement sur le territoire allemand va se faire au bout de 1-2 ans minimum. Bien sûr qu'avant, vous avez, du chiffre d'affaires qui a été développé, je vous dis pas le contraire. Mais néanmoins, le retour sur investissement, il se fait minimum au bout de 1-2 ans, donc après cette phase initiale où vous êtes dans la phase de transformation qui va vous permettre d'asseoir votre socle sur l'Allemagne. Je voulais rentrer rapidement avec vous sur, tout ce qui est, forme d'implantation et on va, les balayer, assez rapidement. Il y a quelques grandes formes d'implantation. La première, c'est de vous dire: vous avez un commercial, basé en France, idéalement qui parle allemand et qui va vous accompagner dans votre développement sur le territoire allemand. Donc ce commercial, il va se déplacer régulièrement pour aller visiter ses clients, ses partenaires oh pardon, on a eu un petit souci, excusez-moi. Il va gérer depuis la France tout votre développement commercial. Vous avez des frais qui sont plutôt limités, hein, puisque vous installez pas de structure juridique sur le territoire allemand. Vous continuez de facturer et de gérer depuis la France. On est bien souvent, quand on est sur cette phase-là, sur une première étape de développement. Je vous disais, l'inconvénient, c'est que vous allez rester loin du territoire allemand. Donc, pour ressentir et sentir ce qui se passe sur le terrain, c'est parfois un petit peu plus dur et votre commercial, il va pas pouvoir être toutes les semaines sur le terrain. Donc, vous allez atteindre assez rapidement un palier de chiffre d'affaires que vous allez avoir du mal à dépasser. Si vous optez pour cette stratégie de développement, moi, je vous conseille quand même de germaniser votre image et ça peut passer, par exemple, avec, une domiciliation, ce qu'on appelle une adresse postale et une ligne téléphonique allemande où vous avez un transfert qui est fait, vers le numéro de téléphone de votre commercial. Alors si vous avez un numéro de téléphone allemand, c'est bien d'avoir quand même un commercial qui va pouvoir décrocher en allemand. Je vous dis pas que d'avoir une domiciliation en Allemagne, c'est ça qui va vous faire exploser votre chiffre d'affaires. Néanmoins, on sait que ça va permettre de rassurer vos interlocuteurs allemands et ça va aussi contribuer à une image un petit peu plus allemande, sur le territoire. On a on a vu ça il y a assez peu de temps sur une société qu'on accompagne qui, est notamment dans le domaine des CRO, qui est une société belge qu'on accompagne depuis 8 mois maintenant sur le territoire allemand. Donc on avait mis en place tout un tas d'actions de prospection, présence sur certains événements et puis on s'est dit, il y a, 2-3 mois, on va mettre également en place une ligne téléphonique en Allemagne, avec un numéro avec, une adresse postale. Donc on a mis en place ça et on voit qu'effectivement, c'est pas ça qui a permis de doubler le chiffre d'affaires ou les contacts qui étaient existants en Allemagne. Mais on se rend compte quand on va sur des salons, quand on se rend sur place pour des rendez-vous clients, que les prospects sont quand même beaucoup plus attentifs au discours qui peut être, tenu.
L'autre étape, c'est de vous dire, vous avez une présence physique sur le territoire allemand, donc c'est une présence locale. Et cette présence, elle peut prendre plusieurs formes différentes. La première, c'est de vous dire, vous pouvez avoir un agent commercial ou un distributeur qui va être basé en Allemagne et qui vous représente. La différence entre l'agent commercial et le distributeur, elle est principalement sur son mode de rémunération. Il y en a un qui est rémunéré sur des commissions et l'autre qui est rémunéré sur une marge qui se crée, mais c'est aussi la question du stock. Le distributeur, lui, va stocker sur le territoire allemand et puis après, c'est lui qui va être en charge de livrer le client final. Alors que l'agent est un intermédiaire, c'est bien vous qui livrez le client final et donc il y a aussi une question de facturation qui se crée. Ce qu'il faut garder en tête, la différence entre l'agent commercial et le distributeur, c'est effectivement ce mode de livraison et de facturation qui va être différent, mais c'est surtout se dire il y a certains secteurs d'activité qui sont plus ou moins adaptés à l'agent commercial ou au distributeur. Si je regarde le secteur de la machine-outil, c'est principalement des agents commerciaux. Si on regarde le secteur de la CHR, donc tout ce qui va être food service et puis le café, hôtel, restauration, on a à la fois des agents commerciaux et des distributeurs qui travaillent en collaboration. Donc cette structure organisationnelle du territoire allemand, elle va vous permettre aussi de pouvoir calculer votre prix et votre prix de vente. Vous pouvez également avoir ce qu'on appelle le commercial en temps partagé. On le propose chez Vif, mais d'autres cabinets de conseil le proposent aussi. C'est de se dire, vous avez quelqu'un qui va faire les premières phases d'amorçage et qui va vous représenter commercialement 1 ou 2 jours par semaine et qui va prendre à bras le corps votre développement commercial. La limite, c'est que effectivement, vous avez quelqu'un qui va travailler pour votre compte que 1 ou 2 jours par semaine, mais par contre, vous bénéficiez d'une personne qui est expérimentée, qui bénéficie de méthodologie, qui est sur place et donc qui va permettre de valider à la fois votre phase votre étude de marché, les hypothèses que vous étiez menées, mais qui va surtout être sur le terrain. On a également la possibilité d'avoir son propre salarié ou de créer une structure juridique. Juste un petit aparté sur la partie salariée, le droit allemand vous permet effectivement de pouvoir avoir quelqu'un basé en Allemagne sans forcément avoir besoin de créer une structure juridique. Donc cette personne, elle est rattachée à votre maison mère française, mais elle est soumise au droit allemand. Dans ce cadre-là, ce qui est important de se dire, c'est que vous allez être bureau de représentation. Donc, il y a quelques éléments qu'il faut prendre en compte pour ne pas être requalifié en établissement stable. Premier élément, c'est de vous dire qu'effectivement, votre salarié, comme son nom l'indique, il est bureau de représentation, donc il va représenter votre activité. Donc, il ne peut pas avoir un pouvoir de signature. Il y a une question également de visibilité que vous allez avoir sur le territoire allemand et puis un seuil de chiffre d'affaires qui va être défini, qui n'est pas défini au sens strict, mais qui est défini par la valeur ajoutée que votre salarié va apporter sur le territoire allemand et à partir du moment et à partir de quel moment sa valeur ajoutée va être supérieure en Allemagne par rapport au territoire français, nécessitant la création d'une structure juridique. Créer une structure juridique, c'est l'une des étapes clés quand les entreprises se développent et vous l'avez vu, on a un petit peu plus de 4000 filiales françaises implantées sur le territoire allemand et ça montre quand même une véritable volonté de s'implanter sur du long terme. Ce qu'il faut se dire aussi, c'est que créer une structure juridique en Allemagne, principalement la forme principale qui est utilisée, c'est la GmbH qui est l'équivalent de la SAS. C'est une démarche qui va prendre environ 3 à 4 mois pour qu'elle soit pleinement opérationnelle. Ça va vous permettre, excusez-moi, de vous rapprocher de votre marché, de vous rapprocher de vos clients, de structurer encore plus votre développement sur le territoire allemand, mais surtout et parfois rassurer certains tiers. Je pense à des actionnaires, à des fournisseurs, à des banques si vous avez envie d'avoir des éléments financiers sur le territoire allemand, mais aussi parfois des salariés. On l'a vu, le territoire allemand, on est sur
selon les régions, un taux de chômage qui est assez faible, entre 3,4, 3,6% de taux de chômage, et donc une importance de se dire quand on va aller recruter par la suite, de rassurer ses potentiels collaborateurs pour qu'ils nous rejoignent et qu'ils vont rester avec vous parce qu'il y a quand même une volatilité des talents qui se crée. Ça va vous permettre de disposer de certains bénéfices locaux. Il y a certaines régions qui accompagnent l'investissement de filiales et notamment avec des aides financières qui peuvent être intéressantes. Ça vous limite aussi les risques tout en gardant le contrôle de l'activité et vous dissociez aussi et vous associez les dirigeants de votre maison mère dans le capital de votre filiale. Donc, il y a une certaine optimisation fiscale qui peut avoir lieu par la suite. Un focus très rapide sur la croissance externe. La croissance externe, on a eu sur, c'était sur 2024, si mes chiffres sont bons, un petit peu plus d'une centaine d'acquisitions de sociétés transfrontalières, donc à la fois de sociétés françaises sur le territoire allemand, mais également allemandes sur le territoire français. Donc dans ces deux axes-là. Je vous le disais en introduction, on a quand même cette population dirigeante qui fait que plus de 30% des dirigeants des entreprises familiales allemandes, donc ce Mittelstand allemand que je vous expliquais, est aujourd'hui âgé de plus de 60 ans. Donc d'ici fin 2026, ce sont à peu près 560 000 entreprises du Mittelstand sur les 3,8 millions qui sont présentes sur le territoire allemand qui vont être à la recherche d'un repreneur. Et si on prend 2027, c'est demain, on sera au nombre de 626 000 entreprises, soit 16% des PME allemandes. Donc, toutes ces entreprises, elles ne sont pas forcément à la recherche active d'un repreneur. Donc, ce qui veut dire aussi qu'il faut approcher activement et il y a des très belles opportunités quand vous avez les reins financiers suffisamment solides pour aller chercher des opportunités de croissance par ce biais-là. Qui dit croissance externe dit qu'on va aussi accélérer quand même son développement parce qu'on acquiert à la fois un portefeuille clients et partenaires commerciaux, mais on a également des équipes, des salariés qui sont sur place. Donc, on est sur un tournant des PME allemandes et une réorganisation qui se fait actuellement. La croissance externe, c'est aussi un investissement qui va être important au démarrage. Donc, c'est important de se dire, on va aller chercher et construire en amont ce projet-là. Je vous ai mis ici, et on ne va pas rentrer dans le détail, mais je vous ai mis ici un petit peu une timeline de ce qui était important de prendre en considération quand on est sur un projet de croissance externe. En moyenne, on dit qu'un projet de croissance externe, dans sa globalité, entre le moment où on va démarrer le ciblage des entreprises, l'approche, les due diligence et l'intégration, entre 18 et 2 ans. Alors, on a vu des projets qui ont abouti bien plus rapidement et ça va dépendre du secteur d'activité, de la taille de l'entreprise, mais aussi du projet de maturité du dirigeant allemand. Puisque souvent dans un projet de croissance externe, notamment quand on est sur un projet de buy side, donc c'est vous qui allez approcher des cibles allemandes pour leur demander si elles sont intéressées à vendre tout ou partie de leur société. Il y a un travail de réflexion, de conviction du dirigeant allemand. Ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'on est aussi souvent sur une entreprise familiale. Qui dit entreprise familiale, on est aussi sur des dirigeants qui parfois ont des libertés différentes quand elles sont autonomes que quand elles ont été rachetées. Et on a eu le cas, il y a à peu près 1 an, sur une société qui était qui fait des compteurs électriques, qui a racheté une entreprise, une PME d'une 50aine de personnes sur le territoire allemand.
Et le dirigeant avait l'habitude de poser ses jours de vacances comme bon lui semble, sans forcément informer, peut-être à la dernière minute, mais sans se concerter avec ses équipes, et qui s'est retrouvé du jour au lendemain à devoir poser ses congés à une maison mère en France. Alors vous allez me dire, c'est peut-être quelque chose d'anodin, mais néanmoins, dans la relation et dans la construction de la relation que vous allez avoir avec cette société à racheter, le fait d'avoir eu une entreprise familiale est plutôt autonome et à prendre en considération dans les étapes de changement, d'intégration, d'optimisation et de restructuration. On va conclure sur une partie un petit peu plus doing business et sur de la négociation. Et quand on parle de négociation, on parle de management interculturel. Quand on parle de management interculturel, il y a toujours 4 composantes qu'il faut prendre en considération. La première, c'est la culture business du pays. Donc, c'est comment votre entreprise est organisée, comment le pays est culturellement organisé en termes de business. Donc, il y a la structure de la personnalité qu'il faut prendre en considération. Donc, c'est par exemple, est-ce que vous agissez j'ai rencontré des Français qui sont plus allemands que allemands et des Allemands qui sont plus français que français en fonction du nombre d'années qu'ils habitent dans le pays. Donc, c'est la structure de la personnalité qu'on prend en considération. Il y a la culture de l'entreprise. Donc, quand vous êtes dans un secteur d'activité très tech, fintech, assurtech, très moderne, etc., ou culturel, vous allez avoir des comportements de négociation qui vont être très différents de sociétés qui sont beaucoup plus traditionnelles. Je pense au secteur de l'industrie ou de la machine, notamment dans le sud de l'Allemagne, où on est une culture beaucoup plus traditionnelle. Et on a les mécanismes de coopération, c'est de se dire, est-ce que vous parlez avec la casquette de distributeur, de clients, de maison mère, de filiales, etc., qui fait qu'on a des positions qui parfois sont différentes. Quand on parle de management interculturel, on se concentre ici sur la culture business du pays. Donc, ce qui veut dire que vous pouvez rencontrer des exemples différents dans votre quotidien et il faudra quand même vous adapter. Quand on regarde le monde des affaires, les relations franco-allemandes, ce qui est important de se dire, premièrement, c'est que les relations d'affaires, elles sont assez peu émotionnelles, elles sont plutôt factuelles. Les décisions, elles sont fondées, elles sont argumentées. On va avoir une confiance qui sera gagnée sur la durée et des engagements verbaux qui doivent être tenus. On a une communication qui, donc de ce fait, est beaucoup plus directe. On ne va pas hésiter à critiquer, pas forcément critiquer dans le mauvais sens du terme, mais à challenger, à poser des questions. Et moi, je le vois au quotidien, on a des équipes qui sont basées en France et des équipes qui sont basées en Allemagne, enfin des Françaises et des Allemandes. Quand j'envoie un document à un collaborateur français, j'ai peut-être 3 éléments de réflexion, etc. Quand on envoie un document à une collaboratrice en Allemagne, allemande, c'est plein de rouge, il y a plein d'interrogations, de réflexions, etc. Donc, on est sur une communication qui est un petit peu plus directe, qui fait que parfois les Français ils peuvent considérer aussi les Allemands un petit peu comme brut brut pour point, un peu brut de décoffrage. Par contre, une fois qu'on a réussi à construire cette relation et qu'on a ce respect qui se construit notamment par la confiance et la compétence, on a des relations très saines et long terme qui se construisent. Donc le focus, il n'est pas forcément la sympathie. Donc tout ce qui va être un petit peu small talk quand on arrive à la machine à café, en rendez-vous, etc., est beaucoup moins important que ce que l'on peut avoir sur la France en comparaison. Et parfois même des rendez-vous commerciaux où c'est à peine si on vous propose un verre d'eau et à la limite, c'est pas grave, on est là concentré pour avoir une efficacité de négociation et des rendez-vous commerciaux qui peuvent durer parfois 45 minutes peuvent être aussi des très bons rendez-vous commerciaux.
On est sur une gestion du temps aussi qui est différente, une gestion du temps qui est monochrone, contre une culture en France où on est plutôt polychrone. Donc ça veut dire qu'on va travailler les tâches les unes après les autres avec des étapes intermédiaires que l'on se fixe. Tout ça, ça a un impact bien sûr sur votre mode organisationnel et aussi quand vous allez entrer en négociation avec vos interlocuteurs. Ça veut dire que, par exemple, on ne va pas gérer une réunion de la même manière. Gérer une bonne réunion en Allemagne, ça veut dire envoyer en amont un agenda détaillé qui va faire que votre interlocuteur allemand va pouvoir se préparer au mieux avec un agenda que l'on va suivre. Si on a un plan A, B, C, on suit le plan A, B, C. On va être sur une réunion qui bien souvent n'est pas une réunion de présentation, mais plutôt une réunion de travail, et puis un compte-rendu qui va s'en suivre. On est également sur des prises de décision qui sont assez longues, puisqu'on va rechercher le consensus et donc on va aller discuter en interne des différents sujets, etc., avant de vous en faire part. Donc, ce qui veut dire que vos négociations, elles vont prendre un petit peu plus de temps. Par contre, après, on a une très forte fiabilité et taux de fidélisation de la part des clients. Et on sait que c'est les phases amont, les phases d'acquisition client qui sont les plus, bien souvent les plus longues à acquérir et qui sont les plus coûteuses. Donc, cette fidélisation, elle va être quand même importante. On a également une gestion du temps qui est très différente. Je vous disais, une culture qui est monochrone, donc avec des tâches qui se font l'une après l'autre, mais aussi une notion de se dire qu'on va aller chercher à exploiter au mieux son temps de travail. Donc, on va mettre en phase de négociation le meilleur interlocuteur, l'interlocuteur opérationnel en face de soi. Mais on va aussi se dire que le soir, on ne va pas rester trop tard au travail. Et il y a plein d'entreprises et c'est par exemple l'exemple de Henkel où hormis pour le top management, à 18 h, les serveurs sont coupés, les personnes n'ont plus d'accès à leurs emails. Donc on respecte cet équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle, ce qui fait qu'on a plus de rendez-vous qui vont se faire tôt le matin et un petit peu moins sur la deuxième partie de l'après-midi où les actions de prospection téléphonique sont un peu moins sur ce côté-là. Donc les Allemands, ils craignent l'improvisation et donc je vous conseille effectivement de pouvoir faire préparer tout ça. Je vous ai remis ici un petit peu les clés du succès, les clés à prendre en considération quand vous développez sur le marché allemand. C'est un petit peu un résumé de tout ce que l'on vient se dire. Donc, c'est la combinaison d'une offre qui est différenciante, d'un service commercial proche et qui va permettre de répondre aux exigences locales. Et ça passe par la germanisation de votre approche, de votre adaptation, d'embaucher un germanophone et germanophile, que ce soit un salarié ou un partenaire commercial, d'avoir une présence qui est claire, qui est crédible, qui est durable, mais aussi être réactif quand vous avez les premiers retours de votre client. Faire traduire votre communication par un expert en allemand. Faites toujours relire par un expert l'ensemble de vos communications, même si vous les avez fait traduire par un cabinet de traduction. Aussi bon soit-il, chaque secteur d'activité a son propre jargon qu'il ne faut pas négliger. Et il faut soigner sa présence sur les salons, être à l'écoute de votre commercial, de vos partenaires, et puis accorder une importance particulière au SAV et à la relation client que vous allez avoir à construire. Un petit résumé en un petit peu plus de 50 minutes, et puis n'hésitez pas à me faire part de vos questions si vous en avez. Merci, Myriam, merci pour ton éclairage, toujours très pointu. Donc vous voyez ici effectivement, l'expertise, que les membres Globaliance peuvent vous apporter, à savoir, de discuter de dirigeant à dirigeant, de vous éviter les écueils quand vous abordez, un nouveau pays et surtout de vous amener à la réussite dans le pays, de vous aider à vendre, et de vous faire gagner du temps. Merci à tous. Effectivement, on a quelques minutes de retard, mais j'ai vu que nous avions quelques questions. Annick nous demande, Myriam, est-ce que VIF propose des commerciaux à temps partagé? Tout à fait. On a au sein de nos équipes des personnes qui sont basées soit sur Cologne ou sur Munich, qui peuvent intervenir 1 ou 2 jours par semaine pour le compte d'entreprise. Tout à fait.
Et Annick nous pose une deuxième question. Quelle est la probabilité que ce soit les enfants du dirigeant qui reprennent l'entreprise familiale plutôt qu'un repreneur étranger, éventuellement français? En fait, on a cette population vieillissante qui fait qu'il y a quand même plus de 50% des entreprises où les enfants n'ont où les entreprises n'ont soit pas de repreneur ou les enfants ont envie de faire quelque chose d'autre. Donc ce qui va être important, c'est, surtout d'avoir un projet commun. En fait, c'est très rare, surtout du fait qu'on est sur une entreprise familiale, que le dirigeant va, décider de vendre sans qu'il y ait un projet commun construit, sans qu'il y ait une continuité pour les équipes. Donc, selon les statistiques, c'est à peu près 50% des dirigeants qui vont chercher un repreneur qui n'ont pas de repreneur au sein de la famille. Donc, ça crée quand même de belles opportunités. Mais la clé de réussite, ça va être le projet commun. Voilà, Annick, j'espère que cette réponse vous éclaire. Est-ce que vous avez, messieurs, dames, d'autres questions? Je ne vois pas d'autres sujets dans les conversations. Myriam, c'est que tu as été très claire, évidemment. Est-ce qu'on pourrait conclure, Myriam, en disant que de toute façon, le plus gros conseil, c'est d'être accompagné et d'être accompagné par des personnes en local? Tout à fait. Il faut absolument se faire accompagner, si vous avez un collaborateur en interne, si vous avez un cabinet de conseil, si vous travaillez avec un partenaire, il faut vraiment avoir ce local et cette essence locale et c'est pas uniquement, parler allemand, c'est, vraiment avoir quelqu'un à vos côtés qui est, germanophile, qui comprend la culture pour pouvoir, vous accompagner au mieux et ce que l'on peut dire aussi, c'est que l'Allemagne, c'est un pays voisin, c'est le premier partenaire commercial de la France, c'est la troisième puissance économique mondiale, mais c'est aussi, et on le voit, des entreprises qui parfois rencontrent des difficultés quand elles se développent parce on est sur un marché de proximité, donc on se dit, on va prendre, ce que l'on fait en France et on a peu d'adaptation à faire et ça, c'est peut-être l'erreur principale. Être accompagné en local, c'est primordial, mais c'est aussi savoir s'adapter aux attentes et aux consommateurs allemands. Merci beaucoup Myriam. Je crois qu'on arrive, au bout de ce webinaire. Merci, j'ai vu qu'on avait pas mal de partenaires connectés. Merci aux entreprises, qui se sont connectées. N'hésitez pas, moi, nous restons à votre disposition, donc je vous invite à nous contacter, que ce soit Myriam directement ou moi-même, si vous avez aussi des sujets, Allemagne, mais des sujets sur d'autres pays. Encore une fois, nos 13 experts sont à votre disposition. Plus de 70 pays, plus de 750 collaborateurs dans le monde. Donc, ne vous en privez pas et je vous informe de notre prochain webinaire, donc le 15 octobre, qui sera dédié cette fois-ci qui sera dédié au marché des Émirats. Donc, encore un sujet passionnant qui sera animé par l'équipe de TTE Gulf, avec Jean-Pierre Labrie, le dirigeant notamment, mais aussi Karim de son équipe. Il me reste à te remercier, Myriam. Merci pour ton intervention. Merci à vous tous pour votre participation. Nous vous envoyons le replay dans quelques instants et à très bientôt. Au revoir à Merci à tous. tous. Au revoir.